C'était inoubliable, époustouflant, effrayant, grandiose. Un rêve qui prend vie pour des millions de personnes. Un souvenir impérissable qui restera gravé dans nos cœurs. 1993 a été une année charnière et a marqué le monde entier. Jurassic Park est devenu un symbole pour le cinéma grand public. Un mélange savoureux entre l'aventure, le merveilleux et l'horreur, qui a pu, à l'aide d'une maîtrise sans faille et d'effets spéciaux révolutionnaires, gagner le cœur du public. Un succès que l'on doit au fabricant de rêves par excellence, Steven Spielberg, qui au départ ne devait pas réaliser le film. Il souhaitait d'abord se lancer dans la production de la liste de Schindler, mais Universal lui a demandé de réaliser Jurassic Park en premier. C'est après de nombreuses réécritures, un grand travail en amont pour essayer de cerner l'intérêt du public et de nombreuses recherches en termes d'effets spéciaux, que le film voit le jour en 1993. Devenu un phénomène, la franchise est lancée et connaît plusieurs tumultes. Et je préfère vous le dire tout de suite, je kiffe Jurassic Park 3. J'assume complètement. J'ai parfaitement conscience de ses erreurs, de ses ratages, mais plus je le regarde et plus je l'aime. Et j'avais vraiment besoin d'en parler pour redorer son blason. Parce que même si le 3 est considéré comme étant le moins bon de la saga, plus ou moins à juste titre, il regorge de nombreuses trouvailles qui lui permettent d'être revalorisé aujourd'hui. Mais ce qui me rend dingue, c'est que ce film fait toujours autant de débat aujourd'hui, et quand je vous ai demandé votre avis sur Twitter, j'ai pu vraiment tout lire sur son compte. Des choses très pertinentes qui ouvrent la discussion et d'autres qui m'ont un peu agacé. Malgré ces grosses erreurs, Jurassic Park 3 mérite un nouveau regard, mais surtout qu'on essaie de le comprendre, parce qu'il est le fruit d'une production chaotique. La production est partie du mauvais pied. L'absence des 3 éléments forts de la saga se fait sentir et sera lourde de conséquences. Spielberg, Crichton et Williams. Un des responsables n'est autre qu'une nouvelle saga qui fera ses débuts en 2001. John fut engagé pour le film et Steven était fortement intéressé, mais cela n'a jamais abouti. Ainsi, pour compenser, il s'est dirigé vers un autre projet qui lui a pris beaucoup de temps. AI, intelligence artificielle, en prenant également au passage Williams avec lui. L'absence de Crichton s'explique que le 3e volet est une aventure originale, pas basée sur le livre, utilisant quelques éléments de son œuvre et des scènes retirées des 2 premiers volets. Il avait commencé à aider les scénaristes, mais faute d'une idée vraiment forte, il s'est retiré du processus de création. Ce manque ne sera que le début des problèmes. Plus de 9 scénaristes s'allient et s'alternent pour écrire un scénario convenable. La première idée proposée était celle d'un Alan Grant, en mode Robinson Crusoe sur Isla Sorna. Eric, le jeune garçon, devient une des seules traces de cette version qui soit restée. Dans un sens, c'est plus logique, et c'est bien dit dans le film. Grant a tellement été traumatisé que jamais il aurait voulu revenir sur l'île, en tout cas de manière intentionnelle. Comme quoi le réalisateur n'a pas eu que des décisions irréfléchies. Une autre version du script voulait mettre en scène un ptérodactyle s'étant enfui d'Isla Sorna, ayant tué plusieurs personnes en dehors de l'île. Grant aurait dû enquêter avec d'autres personnes, mais ça a été rejeté par Spielberg et Johnson 5 semaines avant le début du tournage. Oui, parce que Spielberg était producteur à l'époque. Au final, les premières prises ont été tournées alors que même le scénario n'était pas fini. Avec des incidents physiques et matériels, des dépassements de budget et des acteurs presque en roue libre au vu de leur déception face à la maigre consistance de leurs personnages, Joe Johnston devient dépassé par le tournage. I think it's a little bit darker in tone. You know, I think it's faster than the other two. The technology has allowed us to create dinosaurs that I think are much more lifelike than was possible in the other 2 films. But I still wanted it to be perceived as another installment in the franchise. I didn't want it to be, you know, something completely different. You know, because I think that, I mean, Jurassic Park was one of my favorite films. I wanted to sort of remind the viewers, you know, about that film and everything they loved about Jurassic Park. You know, that's why it's so great to have Sam Neill back. You know, he's the link to that film. Pourtant, il n'est pas étranger au film d'aventure ambitieux, entre Jumanji et Chérie, j'ai rétréci des gosses. La pression et les enjeux furent trop massifs pour lui, et pour la productrice, Kathleen Kennedy, qui était très bien avant Star Wars, hein. Vraiment, hein. En voyant le script se réécrire de jour en jour, notamment par les comédiens pour qu'ils puissent avoir plus de matière, Joe menace de quitter le projet. Il décide malgré tout de le finaliser, avec les meilleures intentions du monde, et surtout avec les moyens possibles.
Quand on sait que Johnson a vraiment poussé pour réaliser le deuxième opus, il est clairement regrettable de voir ce film échouer. Le film revient de très loin et souffre de la comparaison avec ses deux grands frères, pour un résultat objectivement moins bon. Mais il restera cher à mon cœur. Après les événements survenus à Isla Nublar et San Diego, les dinosaures vivent en liberté sur les deux îles. Alan continue ses recherches et ses fouilles sur les raptors. Même s'il tente de garder la tête haute, ce qu'il a vécu à Jurassic Park l'a profondément marqué. Un couple riche du nom des Kirby demande à Alan de les accompagner en tant que guide pour visiter Isla Sorna et voir des dinosaures. Conscient des difficultés et de la précarité de son travail, Alan décide, moyennant finance, d'y aller. Il réalisera l'entourloupe après avoir atterri. Les Kirby ne sont pas du tout fortunés et veulent retrouver leur fils disparu 8 semaines auparavant. Ils se feront attaquer par un spinosaure et seront livrés à eux-mêmes sur cette île. À lire le synopsis, le film avait tout pour réussir, mais les retours critiques et publics ont condamné l'œuvre à rester dans l'ombre de ses grands frères. Le mal-aimé Jurassic Park 3, même face au Jurassic World, n'arrive pas à se faire pardonner. On va essayer de partir sur une nouvelle approche aujourd'hui. On va prendre 5 axes, 5 défauts majeurs, et je vais partager mon avis pour pouvoir revaloriser le film. Et même si beaucoup de gens ont pu dire que c'était un mauvais Jurassic Park, ça en reste pas moins un très bon film. Quand les gens parlent de Jurassic Park 3, ils le considèrent comme un film d'action simpliste, sans envergure, et surtout pas à la hauteur des thématiques abordées par les deux précédents opus. L'absence de l'aura et de la mise en scène de Spielberg se fait clairement ressentir, mais Johnson n'est pas non plus à blâmer. Il parvient à faire quelque chose que le deuxième opus avait un petit peu éclipsé selon moi. Ce que j'appelle syndrome des actionneurs, c'est que dans les années 80 au milieu des années 2000, de nombreuses suites de sagas cultes ont pris un parti plus différent du premier opus. Tandis que le premier partait sur un film de genre, le deuxième se concentrait plus sur l'action. Aliens, Rambo 2, Terminator 2, Mad Max 2 et aussi Jurassic Park 2. Ces deuxièmes opus se sont plus concentrés sur de l'action, tout en gardant quelques aspects du précédent film. C'est pas du tout un reproche ou une baisse de qualité, au contraire. Nombreuses de ces suites sont considérées comme étant meilleures que l'original, à quelques exceptions près. Mais personnellement, pour chacune de ces sagas, j'ai été plus réceptif à la proposition du premier, plus horrifique et intimiste dans un certain degré. Ainsi, Jurassic Park 2 avait un côté beaucoup plus grand, plus actionneur. Le film fonctionne malgré des erreurs assez grossières. Pour Jurassic Park 3, on fait face à un retour de l'horreur et de la survie. Un groupe part en mission de sauvetage et tente de s'échapper d'une île infestée de dinosaures. On se concentre sur leur vie et leurs obstacles, et ne se disperse pas que de nombreuses sous-intrigues. Oui, c'est plus simpliste, mais on gagne en efficacité aussi. Le film arrive à proposer des scènes fortes, avec des codes de l'aventure, voire même du slasher, où les membres du groupe tombent les uns après les autres, avec des scènes assez explicites. Le film est plus sage que ses prédécesseurs, mais la scène de la volière est une des plus marquantes de la saga. La tension est gérée d'une main de maître, avec une magnifique iconisation du ptéranodon. On a vraiment peur pour les personnages, et l'attaque de Billy m'avait clairement choqué plus jeune. Le film est plus court par contre, mais il en tire un avantage. On a un rythme frénétique qui accentue le côté horrifique. Les personnages n'ont jamais le temps de se poser, car le danger est omniprésent. Ils n'ont aucun répit, et prennent ça vraiment au sérieux. Évidemment que ça n'atteint pas le niveau de tension du premier film, et par rapport au deuxième, j'adore la scène du camion, mais l'humour et les punchlines de Malcolm m'ont sorti du film quand je l'ai vu plusieurs années après. 3 double cheeseburger avec ketchup. Sans oignon le mien. Et pour moi, pas trop saignant. Alors qu'ici, je suis immergé plus facilement. Chaque lieu et chaque scène marque un danger et un obstacle trop grand pour les personnages. Ils sont en sous-nombre et surtout pas équipés contrairement aux deux. On est presque à bout de souffle, même si l'incident de San Diego est nettement plus marquant dans l'esprit des spectateurs. Ce qui est bien normal. J'éprouve une réelle sympathie et admiration pour ce film, car il use de ses défauts et de ses limites pour pouvoir en tirer le meilleur, et offrir une aventure sous tension et pleine de suspense. Le film tient la route niveau divertissement, et ce n'est pas négligé. Mais malheureusement oui, les limites se font ressentir. Partons sur deux points majeurs. Le premier, les effets spéciaux. Il reste impressionnant pour l'époque et toujours aussi efficace, mais la CGI peine par moments à se faire oublier. Plusieurs fonds verts sont clairement visibles, et les couleurs de certains dinosaures donnent un aspect factice que n'avaient pas les deux premiers. Malgré les nombreuses espèces présentes, il est difficile de passer outre. Mais les animatroniques, eux, sont plutôt impressionnants. Le Spinosaure était à l'époque le plus gros robot animatronique jamais construit, et il fait bien froid dans le dos. Par cette envie de retourner à l'horreur totalement louable, on a également une légère perte de féerie qu'avait apposé Steven. La présence de cette petite séquence après la volière ne permet pas de retrouver entièrement la magie Jurassic Park, mais elle arrive à fonctionner. Certes, le film a été freiné dans ses ambitions, mais il n'oublie pas l'âme de la saga.
Et on arrive au deuxième point majeur, le scénario. Sa trame propose une facette différente de l'univers, avec cette mission de sauvetage, pour se concentrer sur l'écosystème des dinosaures post-Jurassic Park. Ils évoluent librement, et c'est l'homme qui devient l'anomalie, à l'inverse du premier. Un revirement qui trouve son sens, et surtout qui permet de faire suite aux 2 précédents volets. D'après les retours sur Twitter, certains considèrent le 3 presque comme un spin-off, qui n'apporte pas grand-chose à la mythologie. Bon, déjà je suis pas d'accord parce qu'il permet de faire le lien avec Grant et de sa non-implication par rapport au deuxième film, mais surtout les ptéranodons. Hop. Alors déjà, défendre Jurassic Park 3 en soi, c'est déjà un crime, mais il y a aussi un autre petit truc qui me chiffonne. Ptéranodon, ça signifie en grec ancien approximativement, Terra, elle, no, pas, don, dent. Donc, elle sans dents. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans Jurassic Park 3 ? Voilà. Et ne dites pas qu'ils le savaient pas, puisqu'à la fin du 2, déjà, on les voit apparaître sans cette aberration morphologique. Alors, est-ce qu'ils avaient un conseiller paléontologique comme les 2 premiers films ou pas ? Je ne sais pas. Du coup, je comprends pas trop l'intérêt d'avoir choisi eux, alors que bon, des ptérosaures de cette taille avec des dents, il y en a plein, mais en fait, si, je sais très bien, c'est parce que les ptéranodons, c'est les plus connus, Du coup, c'est bien beau d'amener la nouveauté, mais encore faut-il bien le faire. Bon, allez, c'est bon, j'ai fini de cracher mon sel, tu peux reprendre ta vidéo. Avec donc les ptéranodons qui s'enfuient à la fin du film, permettant de faire le lien avec Jurassic World et la sécurité du parc. Donc non, ce film est important. Mais on ressent malgré tout que le scénario a été charcuté et modifié constamment, au vu des nombreuses incohérences et des trous narratifs. Comment peuvent-ils venir ici tranquillement? Pourquoi Alan et Ellie se sont séparés? Comment Eric a pu survivre 8 semaines sur l'île? Cette nourriture est pas périmée? Comment un spinosaure peut défoncer une énorme barrière et pas une petite porte? Pourquoi cette flûte? J'y reviendrai promis. Au vu du nombre de scénaristes et des nombreuses coupes au montage, le scénario fait simpliste, alors qu'il regorge d'idées brillantes, pour que les personnages puissent ne pas être aussi vides qu'ils ne le paraissent. Les personnages ne sont pas si antipathiques que ça. On n'atteint pas la caractérisation du premier film, mais on n'est pas non plus sur de la simplicité. Il y a des caractères psychologiques et des trouvailles narratives plutôt bien pensées. Réhabilitons d'abord les parents. Ils sont agaçants, mais bizarrement, c'est atténué avec la VF. On reste sur une des thématiques de Spielberg, avec les familles séparées qui veulent se reconstruire. Leur relation est fragile, mais face au père Kirby qui évolue et va devenir plus entreprenant, et face à la mort, la famille arrivera à se réunir. Il manque une vraie alchimie avec les deux, mais je trouve que l'humour qui s'en dégage fonctionne. Ce dialogue par exemple me fera toujours autant rire. Quoi? Il dit que c'est une mauvaise idée! Qu'est-ce qui est une mauvaise idée? L'humour en soi du film n'est pas non plus trop présent, et arrive au bon moment. Il cherche pas à en faire des caisses, et fait mouche, y compris dans des scènes assez ridicules. Après bon, pour revenir sur les Kirby, c'est dommage d'avoir un William H. Macy aussi peu exploité. Les acteurs manquent de conviction quand même. En particulier le petit Eric, parce que pour moi c'est un des plus gros défauts du film. Qu'il arrive à survivre 8 semaines sur l'île. Je veux bien. Suspension consentie de l'incrédulité on va dire. Mais comment peut-il être aussi peu débrouillard et aussi irritant dès qu'il retrouve ses parents? Oui d'accord, il y a l'émotion des retrouvailles, mais surtout qu'il le dit lui-même qu'il a survécu tout seul. Il hurle de peur dès qu'il se fait choper. Lui vraiment, il est agaçant. Mais pour pallier à ça, Grant et Billy. Deux bons personnages et une bonne relation. Grant vit presque un syndrome post-traumatique et n'arrive pas à se relever de la création du parc. Son métier prend une dimension beaucoup plus éphémère et n'arrive plus à attirer les foules. Conscient de ce problème et toujours guidé par sa passion, il acceptera de suivre les Kirby. À la fois compréhensible et paradoxal. Il se fait avoir comme dans le premier film avec son attitude presque vénale. Mais malgré tout, c'est le seul qui se rend compte de la portée des événements. C'est l'homme de confiance, entraînant l'admiration de Billy, qui veut exister pour lui. Il veut bien faire et veut aider son mentor pour qu'il puisse continuer son métier. Leur discussion marche, surtout celle par rapport à l'œuf qui donne une autre dimension à leur relation, car Billy veut se rattraper auprès de lui. Il voulait bien faire, garder une bonne image et montrer qu'il n'était pas comme les autres. Malgré la dernière scène qui est assez étrange, j'aime cette relation, car cela montre qu'il existe encore des gens qui admirent Grant. Il en avait besoin. Mais juste une chose, pourquoi Alan et Ellie se sont séparés? C'est dommage de ne pas l'avoir expliqué. Évidemment, les personnages ne sont pas aussi charismatiques que le premier film. Moi, personnellement, j'arrive plus à pardonner le troisième film que le deuxième par rapport à la gymnaste. Mais ne sous-estimez pas leur caractérisation. Ils apportent des choses nouvelles et enrichissantes pour l'univers, avec ces fameuses thématiques des nouvelles technologies, de la famille, etc. Il y a de très bonnes choses, même dans les plus gros défauts.
on va parler de setup payoff. La préparation et le paiement est un élément narratif qui permet de rendre plus cohérent et compréhensible un élément de l'histoire. Ça permet de marquer une certaine rigueur et une maîtrise de la vraisemblance de l'histoire. On présente un élément dans le premier acte, et lors d'un événement en cours de route, l'objet aura une place importante. Un exemple avec Retour vers le futur 2, qui joue beaucoup sur ce procédé, avec notamment l'almanach. Anecdotique au départ, il deviendra central pour l'histoire. Ça permet de rendre le récit plus fluide et d'optimiser l'effet de surprise. Jurassic Park 3 repose sur ce principe, avec 3 éléments majeurs, dont le plus connu, mais ceux qui nous intéressent ici, ce sont les 2 autres, le sac de Billy et la flûte. Le sac est un élément important pour la psychologie de Billy et les œufs, et la flûte permet d'accentuer une des thématiques du film, la communication. Les Raptors reviennent en force. Ils étaient un peu délaissés dans le deuxième opus, et avec ce film, on apprend davantage sur leur mode de vie et sur leur intelligence. Ils deviennent une menace encore plus grande qu'auparavant, au vu de leur capacité à créer des pièges, à communiquer et à réfléchir sur leur environnement. Les différences physiques manifestes sont d'ailleurs les bienvenues. En bref, les Raptors sont le point fort du film. Leur traitement est nettement plus riche. Et pourtant... c'est la deuxième scène qui a été le plus décriée. Sorti de son contexte, c'est ridicule, mais comme je l'ai dit, c'était préparé. Ça sort pas de nulle part et c'est pas non plus incohérent. Ça perturbe les Raptors, mais ils fuient surtout parce qu'ils entendent l'hélicoptère. En fait, l'idée en soi est bonne, mais grossière. Et c'est un peu tout le problème du film. Son scénario apporte des bonnes idées, mais n'arrive pas à les exploiter correctement ou subtilement. L'idée de communiquer ou d'essayer de dresser des dinosaures n'est pas mauvaise. Même s'ils sont dangereux, ça reste des animaux qui ont un système de communication. On aurait pu garder la même thématique que la nature est toujours plus forte, mais encore, on a les bases, mais l'acheminement n'est pas top. C'est dommage. Mais ça encore, ça va. Il y a une autre scène qui est encore plus polémique, qui a même sa propre page Wikipédia. J'ai trouvé ça audacieux, couillu, et très fort symboliquement. Bon d'accord, c'est beaucoup trop rapide, que ce soit au moment de l'histoire et la durée de la scène. L'envie du réal était de montrer un dinosaure encore plus dangereux, et surtout apporter de la nouveauté. Une nouvelle menace nettement plus puissante que le T-Rex, qui était la star de la saga. Cette scène a pour but de toucher nos émotions, de nous faire prendre conscience que personne n'est à l'abri, y compris la star de la saga. Le combat reste très impressionnant et très bien mis en scène avec ce silence glacial et ses cris stridents. Il a marqué les esprits, mais pas dans le bon sens. Si ce combat était intervenu en fin de film, en guise de combat final pour montrer la domination du Spinosaure, ça aurait pu être nettement plus fort et moins décrié. En fait, on aurait eu l'inverse du final de Jurassic World. Surtout que le mosasaure qui débarque pour sauver tout le monde à l'improviste, je trouve ça plus con que ce combat-ci. Le Spinosaure est un adversaire effrayant, évoluant sur un terrain plus vaste. Dans n'importe quelle situation, les personnages ne seront jamais en sécurité, et c'est ça qui lui donne cette aura maléfique. Dans l'eau, dans la forêt, dans les airs presque, il est comme ces monstres du cinéma slasher qui poursuit ses proies. C'est un chasseur. Je vais un peu loin je pense, mais le Spinosaure a marqué ma vie de jeune cinéphile. Je n'ai pas ressenti la trahison, compréhensible pour les fans. Mais moi j'y ai vu de l'horreur, un sentiment de danger et d'adrénaline. Malgré une idée de départ vraiment cool, elle se noie dans une direction trop abrupte et manquant de maîtrise. Pourtant, j'aime ce film de tout mon cœur. C'est le Jurassic Park qui me divertit le plus. Celui que j'ai regardé un nombre incalculable de fois. Celui qui me prend en haleine sans jamais me laisser me reposer. Je sais qu'il est moins bien que les autres, mais pourtant c'est lui que je préfère. J'ai été émerveillé et effrayé devant Jurassic Park, et devant le 3, j'ai été scotché de bout en bout. Je prends toujours autant de plaisir devant, et je pense qu'il n'est pas à sous-estimer. Jurassic Park 3 reste un très bon divertissement, mais pas un bon Jurassic Park. Pour ça on est d'accord. Mais il arrive quand même à donner les sueurs froides et les sensations qu'on attend d'un Jurassic Park. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Pourquoi pas y laisser de seconde chance? C'est peut-être l'occasion. Et surtout, n'oubliez pas, aimez les films que vous aimez.